Le printemps, c'est vraiment la saison du renouveau, de la renaissance. Et c'est une période extrêmement importante pour les populations animales, puisque c'est des conditions météorologiques qui vont y régner, de l'alimentation que les animaux vont pouvoir y trouver, que dépendent en fait le renouvellement de ces populations, donc leur perpétuation sur Terre. Il y a chacun son printemps. Selon les espèces, le printemps des animaux ne démarre pas le 21 mars. Systématiquement, dans notre vieille Europe, les saisons sont bien marquées et c'est le printemps qui offre le maximum d'opportunités pour avoir les chances de mener à bien l'élevage des jeunes. C'est une vraie explosion de vie. C'est aussi, bien sûr, pour nous, pour les observateurs, un moment extrêmement privilégié, puisque nous allons pouvoir assister à de nombreux phénomènes qui ne se reproduisent que durant cette brève saison. La nature est présente, est exubérante et qu'on peut bien l'observer. En fait, c'est le cri de détresse du faon. Quand il est en difficulté, il crie. Et la chevrette, donc sa mère, vient voir ce qui se passe et vient le défendre, quoi. Et en général, elle réagit très rapidement au cri du petit. Elle est proche? Oui, à proximité de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. Bon, là, visiblement, il y a une chevrette qui a fait ses petits dans le secteur. Ça nous permet donc de localiser les fauns dans une parcelle forestière. Donc ils sont dans le coin et donc nous allons traquer pour trouver les petits. En général, nous sommes une vingtaine de personnes, espacées de 5 mètres environ, et puis nous traquons systématiquement dans la végétation. Et on peut passer facilement à côté. Ah oui. Actuellement, il y a une centaine de fauns disponibles à la capture. Or, en 1000 heures de recherche, 1200 heures, nous ne réussirons à en marquer qu'une trentaine au cours de la saison. Leur défense, c'est le camouflage. Ah, c'est le camouflage, hein, et puis l'immobilité. Ils sont parfaitement figés dans la végétation. Et ça, la réussite dépend beaucoup des conditions météorologiques. Lorsqu'il fait chaud, les fauns sortent dans des milieux plutôt clairiérés. Ils essaient de capter un petit peu de chaleur. Là, on peut imaginer que la mer est à proximité. Oui, probablement à quelques centaines de mètres. Très inquiète. Très inquiète. Quelquefois, on l'entend aboyer. Généralement, elle fait 2 petits, dans 80% des cas. Donc il est possible que le deuxième faon soit tout près. Donc là, vous allez le baguer. Voilà. Pourquoi mettez-vous des gants? Il y a en fait un risque d'abandon par la mère quand même. En général, la chevrette retrouve son petit à son odeur. Et si le faon est imprégné par une odeur parasite, la femelle peut ne plus l'identifier comme lui appartenant. On m'a dit, j'ai vu aussi des affiches partout disant qu'il ne fallait pas toucher au faon. C'est pas bien ce que vous allez faire. Mais si ça se passe en toute discrétion, avec certaines précautions, ce faon survivra sans problème. Donc sa mère viendra d'ici une demi-heure le reprendre. Vous allez voir, donc nous allons le manipuler, le marquer, et nous allons réinstaller dans sa couchette, et tout se passera bien. Il est malade? Non, non, il va très bien. Il va très bien, il est complètement endormi. En fait, le faon, au cours de son premier mois d'existence, passe 80% de son temps couché. Il est très peu actif. Et donc là, c'est un comportement tout à fait normal. Vous voyez, on peut estimer son âge d'une manière quand même assez précise en fonction de l'état du cordon ombilical. Au moment de la naissance, le faon a un cordon ombilical humide, rose, et puis ce cordon, il évolue, il se dessèche petit à petit. Il prend d'abord une couleur brunâtre, puis noirâtre, et il se recroqueville sur lui-même. Et il tombe vers les 8 jours. Alors en fait, ici, on a affaire à un cordon ombilical qui est très noir, déjà un peu recroquevillé. C'est un faon qui a 6-7 jours environ. Le marquage se fait par des boucles auriculaires, des petites boucles vertes discrètes
une boucle pour chaque oreille au cas où il en perdrait une dans la végétation. Changer de couleur chaque année? On change de couleur chaque année, effectivement. Et c'est ce qui va vous permettre après de suivre la population. Voilà. On va le laisser vieillir et puis en janvier prochain, donc nous organisons de grandes reprises avec des filets. Et cet animal, s'il a survécu, il sera repris, donc à l'âge de 8 mois. Et donc il sera équipé d'un collier et relâché sur le site de capture. Il pèsera combien? Il aura pris 65% de son poids adulte environ, il fera 18 kilos. Donc une croissance très rapide. Voilà, allez, sa première carte d'identité. Vous allez lui faire mal? Quelquefois écrit. Mais c'est... D'une. Voilà. Ça. Il était plus beau avant. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça... C'est les contraintes de la recherche. Les contraintes de la recherche, qu'est-ce que vous cherchez? On ne marque pas pour le plaisir ces animaux. On essaye, par ces fiches d'identité, à suivre le devenir de ces petits faons, à comprendre qu'est-ce qui va leur advenir la première année. On avait une interrogation sur le devenir de ces petits faons dans les tout premiers mois de leur vie. Et ça, c'est un paramètre qui conditionne vraiment l'accroissement de ces populations. Et on voulait savoir si, par exemple, ce petit faon avait 5 chances, 600, 8 chances sur 10 de passer l'hiver, en fait. Et on a mieux compris qu'en fait, l'hiver n'était pas forcément la période la plus critique pour lui, et que c'était les conditions qui vont survenir là, dans les tout prochains mois qui vont conditionner cette survie. Les bonnes et mauvaises années chez le faon dépendent beaucoup du mois d'avril notamment, de sa pluviométrie, de sa température, et puis ensuite des conditions d'alimentation qui vont lui permettre justement d'arriver à notre mauvaise saison avec un poids suffisant pour passer l'hiver. Le rôle fondamental d'un être vivant, c'est de passer un témoin, c'est-à-dire d'assurer que l'espèce se propage. Et le témoin, il faut le passer dans les meilleures conditions possibles. Au cours de l'évolution animale, on a pu s'apercevoir que les mécanismes de passage du témoin, qui sont cette reproduction, eh bien, ont évolué vers des complexités de plus en plus grandes qui visaient en fait à assurer à la progéniture les chances maximales de survie. Alors on est passé de systèmes extrêmement grossiers. Bon, dans le règne végétal, on en connaît beaucoup, mais aussi chez les animaux, et notamment les animaux qui vivent dans des milieux relativement homogènes, comme le milieu marin, où mâles et femelles vont lâcher les substances reproductrices dans l'eau à des millions d'exemplaires, et puis advienne que pourra. C'est-à-dire que si on est anthropomorphique, on va dire un désintérêt en fait de ce qui va se passer par la suite. C'est laissé au bon vouloir du milieu. Alors progressivement, cette reproduction va se complexifier et les partenaires qui sont en cause vont consacrer de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie à cette reproduction. Ils vont d'abord chercher un endroit qui va favoriser la survie de l'œuf ou de l'animal qui va être déposé dans le milieu. Et puis, ils vont se mettre à le veiller. Et parfois à le veiller bien plus loin que le printemps, c'est-à-dire l'accompagner jusqu'à la saison suivante. On a vraiment un investissement de plus en plus fort. Et alors, on a pu constater aussi corrélativement que cet investissement, qui est très coûteux, ça coûte de l'énergie à l'animal, eh bien, aller dans le sens d'une réduction du nombre d'animaux par saison. Si l'on regarde des espèces beaucoup moins évoluées dans le règne animal, on est très loin des milliers de descendants qui sont lâchés dans la nature. Ces animaux à courte vie ont une stratégie qui marche puisqu'ils sont là. Cette stratégie qui semble être une grande débauche d'énergie fonctionne bien puisque ces espèces qui sont extrêmement nombreuses à présenter cette stratégie bien occupent pratiquement toutes les niches écologiques sur notre planète.
Pour des animaux de petite taille qui meurent très rapidement, eh bien, en quelque sorte, la reproduction n'a lieu qu'une fois. Il faut effectivement maximiser, donc lancer des milliers d'œufs dans la nature, un peu comme des bouées de sauvetage, en espérant eh bien qu'une ou deux transmettront le témoin, transmettront les gènes que l'individu porte. Il y a une relation entre le poids de l'animal et son comportement de reproducteur. Si l'on pouvait d'un coup de baguette magique ramener la baleine dans l'espace-temps du lapin, c'est-à-dire tenir compte de sa taille, tenir compte de sa durée de vie, eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, une baleine n'est qu'un lapin et se reproduit presque aussi vite si l'on accorde à tous les deux la même durée de vie. Les relations entre le poids et le comportement reproducteur, le nombre en fait de jeunes produits par an, est assez net. On assiste à une réduction du nombre de jeunes par saison avec un accroissement de la taille et du poids. La plupart du temps, tout simplement parce qu'il faut pouvoir ingérer une quantité de nourriture suffisante en un laps de temps relativement court. Le printemps borne bien notre saison, donc il faut pouvoir ingérer suffisamment de nourriture pour faire des jeunes viables. Et en général, les grands animaux ont des jeunes qui, à la naissance, sont déjà relativement bien formés, qui peuvent déjà, dans la plupart des cas, d'ailleurs, suivre les parents très rapidement. Donc cet investissement se fait au détriment du grand nombre de jeunes. Ces animaux vont investir beaucoup dans la survie du jeune. Ils vont accompagner le jeune dans toute sa démarche pour le faire accéder à la reproduction. La stratégie de l'éléphant, en quelque sorte, une stratégie relativement lente, marche bien puisque une femelle d'éléphant va mettre bas et va pouvoir fournir à la population dans laquelle elle vit plusieurs individus puisqu'elle a une durée de vie extrêmement importante. Mais à chacun son printemps. Le printemps n'est pas toujours le même pour tous. Le printemps n'est pas le même selon les espèces, il n'a pas la même durée, il ne démarre pas en même temps. Si actuellement nous prenions un avion et que nous faisions quelques milliers de kilomètres pour nous retrouver dans une autre forêt, une forêt tropicale, en fonction des ressources alimentaires de chaque espèce, en fonction de leur sensibilité à la saison des pluies, saison sèche, nous aurions en fait une succession de reproduction, une succession de printemps. Et la forêt tropicale, en fait, est une forêt éternelle vis-à-vis de la reproduction. Ici, nous avons des saisons bien marquées et les espèces vont, bien entendu, de façon échelonnée, mais se reproduisent tous dans les quelques mois que nous qualifions de printemps. Cette nature que nous vivons tous est vraiment une horloge. On a des phénomènes bien rythmés dans le temps. Il y a un synchronisme finalement entre le végétal et l'animal. La plupart du temps, les animaux sont calés en quelque sorte sur la végétation qui conditionne la plupart des proies animales des espèces. Par exemple, chez les petits oiseaux, la majorité de l'alimentation va consister en protéines animales. C'est ce qui assure une forte croissance puisqu'il faut que les rejetons, les jeunes animaux, grandissent très très vite et atteignent un poids qui leur permette un maximum de survie avant la mauvaise saison. Donc on a vraiment une liaison très nette, que ce soit pour les herbivores ou des oiseaux qui consommeront des insectes, par exemple, on a vraiment une liaison dans le calendrier de la nature. C'est le végétal qui conditionne un petit peu la survie de l'animal. Le végétal est à la base de toute la productivité dans nos écosystèmes et donc c'est bien lui qui conditionne, c'est son développement qui conditionne les ressources alimentaires. Alors c'est vrai pour l'ensemble des animaux qui vont consommer des insectes puisque l'ensemble des ressources disponibles va s'accroître prodigieusement avec l'élévation de la température et puis la croissance des plantes. Est-ce qu'il y a des mauvais printemps? Malheureusement, dans ce monde idyllique que nous venons de décrire, tous les printemps ne se ressemblent pas. Et il y a des printemps catastrophiques pour les hommes, bien entendu, mais pour la reproduction des animaux également. Dans certains cas, nous allons avoir, par des fortes pluies, par des périodes de froid importantes, de fortes pertes. Parce que les jeunes animaux sont extrêmement fragiles. Ils mettent notamment plusieurs jours à acquérir une régulation de la température qui leur permet après de s'affranchir des accidents climatiques. Donc, il suffit parfois de quelques jours au sein d'une année pour compromettre le renouvellement d'une population.
Ces petits bestiaux là, ils sont dépendants de la mer encore là. Très dépendants. Il y a une perte assez importante. On voit qu'ici, le site est assez dégagé. Il y a un fort taux de prédation et ceci risque d'être en partie détruit par un prédateur tel que la corneille. Là, c'est les 15 jours ou 3 semaines primordiaux pour l'avenir de l'espèce en Dombes. Il y a une très grande disparition des petits vanneaux entre l'éclosion et l'envol. On a actuellement un taux de disparition à partir de l'éclosion qui est supérieur à 90%. Un printemps pluvieux comme ça peut pas être un autre facteur de mortalité? Au niveau des jeunes, effectivement, les premiers jours, ces oiseaux sont thermiquement assez dépendants des parents. Les parents ont tendance à pouvoir les protéger sous leurs ailes. Et effectivement, si ça dure un petit peu trop longtemps, il peut y avoir une disparition qui risque d'être importante si vraiment les conditions perdurent. Là, c'est une couvée normale. Oui, c'est une ponte complète. Hein. Une ponte de vanneaux, comme la plupart des pontes de limicoles, compte environ 4 œufs. Un peu plus rarement 3 et beaucoup plus rarement 5. Les œufs, on les voit à peine. À peine, oui, c'est une adaptation. Ces oiseaux ont au moins une défense à partir du moment où ils sont hors du nid. C'est que les œufs sont très difficiles à repérer dans des conditions, dans des sites habituels de reproduction en tout cas. En fait, on vient de trouver 3 petits vanneaux là. C'est une famille de 4. Bon, ils sont très mimétiques dans ce type de milieu. Ils sont très jeunes encore. Et là, c'est très difficile. Ça va être très difficile de retrouver le 4e pour peu qu'il soit un peu écarté des autres de la couvée. Il faut faire très attention où on met les pieds parce que on risque tout simplement de marcher dessus. La priorité, c'est de regarder surtout l'endroit même où on pose le pied. Maintenant, on va le baguer. La plupart des oiseaux, on commence à pondre, à installer un nid à une période où la végétation est rarement très abondante. Il n'y a rien qui différencie au départ pour un vanneau un chaume de maïs qui doit être à nouveau recultivé en maïs d'un chaume de maïs qui restera en jachère cette année-là. Donc pour eux, le choix est surtout un choix basé sur les habitudes, un choix traditionnel. Et nous, on essaiera encore une fois de faire en sorte que certains sites dits réguliers de nidification des vanneaux, en tout cas en Dombes, soient maintenus par un système de jachère adapté à la reproduction, en tout cas de ces espèces. Tout ce merveilleux système est à la merci des hommes. Si la jachère est coupée trop tôt, tout disparaît. Oui, tout à fait. Oui. Si effectivement, avant l'envol des jeunes, cette jachère doit être broyée, il risque d'y avoir une perte supplémentaire. Parmi ces 3 ou 4 oiseaux, il en survivra un, quoi, selon les statistiques. C'est à peu près ça sur un type de milieu type jachère, dans les régions de grande culture qui ont été encore plus soumises à cette pression agricole depuis les années 75 avec l'apparition du maïs. Là, on pense qu'effectivement, les populations ont véritablement beaucoup diminué. Même dans l'ouest de la France, où on a encore les plus grandes populations nicheuses de vanneaux en France, on a des inquiétudes puisque le territoire, ou du moins les types d'exploitation, ont tendance à évoluer. Et ce n'est pas toujours très favorable à la reproduction de cette espèce.
Voilà un comportement avec les ailes là-bas d'oiseaux plus ou moins blessés. Là. Et celle qui tout à l'heure avait un comportement aussi de nicheuse, en fait, elle n'est pas au nid évidemment là. Hein. On en voit une qui a l'air d'être au nid, mais c'est pas du nid ça. Hein. Battre des ailes pour essayer de vous attirer? Oui, oui, tout à fait, oui, elle nous attire, le noir et le blanc, voilà, très très. Regardez les sauts, il n'y a aucun problème. Elle nous attire. De l'autre côté du nid, c'est typique d'un comportement de diversion. Le premier réflexe du prédateur éventuel serait d'aller vers le site où on a l'impression qu'elle niche. Et en fait, c'est pas ça, elle cherche à attirer. D'ailleurs, toute la colonie s'est regroupée là-bas, alors qu'en fait, les nids sont répartis tout le long de l'étang, de cette bordure d'étang. Hein. Et d'autres font semblant d'être blessés. Surtout dans d'autres familles de limicoles, pourraient faire semblant effectivement d'être blessés. Voilà, voilà. Là-bas, les sautillements, regardez le boitillement un petit peu, c'est ça, hein, c'est caractéristique de ces espèces de limicoles. C'est très courageux comme attitude si on fait un peu d'anthropomorphisme. Tout à fait, très très courageux. Ouais. Peut-être inconscient, mais très courageux de toute façon. On n'observe pas ça sur le vanneau. Hein. En fait, le but, c'est de nous éloigner. Ensuite, une fois qu'on va être très loin, elles vont certainement partir complètement à l'autre bout de l'étang. Chez l'ensemble des animaux, la protection des jeunes est excessivement importante et on peut observer assez facilement une petite famille qui accompagne les adultes, souvent dans les jambes d'ailleurs de ceux-ci, on a l'impression que ça les gêne, mais le jeune est très attentif et apprend en observant l'adulte la façon de se nourrir, la façon de se déplacer dans le milieu, la façon aussi de se protéger. Chez les mammifères comme l'éléphant, il est assez amusant de voir le jeune suivre la mère, parfois d'ailleurs de façon très malhabile. Dans d'autres groupes, lorsque la reproduction est très synchronisée, c'est-à-dire lorsque les jeunes éclosent pratiquement tous en même temps, dans un laps de temps assez court, vont se former des crèches, c'est-à-dire que les jeunes vont être regroupés de façon compacte et vont être conduits par quelques adultes, les parents se désintéressant des jeunes. La survie d'une population n'est pas uniquement liée à sa reproduction, elle est aussi liée, en certains cas, à l'apprentissage des enfants pour survivre dans le monde de la nature qui est parfois cruel. Chez la majorité des espèces qui ont une stratégie de reproduction où l'on va miser sur les quelques jeunes qui sont produits, l'apprentissage que les parents vont donner aux jeunes est extrêmement important parce qu'il ne suffit pas bien entendu d'éclore, il ne suffit pas bien entendu d'atteindre le poids de l'adulte pour commencer à pouvoir échapper aux prédateurs. Les parents vont en quelque sorte éduquer les enfants, vont vraiment leur apprendre à trouver la nourriture, vont leur apprendre à esquiver l'ensemble des pièges qu'ils pourraient rencontrer. Le jeu est excessivement important pour les jeunes, non pas pour se distraire, mais pour apprendre en fait jour après jour les gestes qui leur permettront de s'alimenter, les gestes qui leur permettront de se cacher. Chez les prédateurs, cela se voit très bien, puisqu'on voit souvent les jeunes se poursuivre, chahuter, et en fait ils apprennent par ce biais tous les gestes qui leur permettront de s'alimenter, de parader. L'apprentissage est tout particulièrement spectaculaire chez les oiseaux au moment de l'acquisition du vol, puisque après l'éclosion, le jeune cherche principalement à s'alimenter, à devenir aussi lourd que le parent, mais il arrive un moment, il faut s'envoler.
et c'est relativement difficile. Il faut faire ses muscles. Et bien souvent, les oiseaux, quelques jours avant l'envol, commencent à battre des ailes et puis il arrive un moment où il faut se lancer. Et malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Et certains individus sont très malchanceux. Certains vont tomber au mauvais endroit. Cette période extrêmement délicate pour l'oiseau est bien souvent mise à profit par des prédateurs qui vont synchroniser leur calendrier de reproduction sur cette production de proies extrêmement importante, proies tout particulièrement vulnérables. Alors bien souvent, les animaux, les prédateurs, se rapprochent des grandes colonies d'oiseaux parce qu'ils peuvent profiter de cette manne sans trop de difficultés. La période de reproduction est une période privilégiée pour nos observations. Nos observations tout simplement parce que notamment les mâles vont soit changer d'aspect, soit de comportement et vont de toute façon essayer d'être le plus visible aux femelles. Que ce soit d'ailleurs des individus qui sont monogames ou des espèces qui sont polygames. Il est vrai qu'au printemps, les oiseaux se parent de couleurs beaucoup plus visibles et ils le font savoir. Les paranuptiales ont pour but de faire diminuer l'agressivité entre les individus. Il ne faudrait pas penser qu'au printemps, tout se passe facilement et que les femelles sont tout naturellement attirées par les mâles. C'est vraiment un jeu d'une complexité importante. Et il faut souvent un temps assez long, plusieurs jours, pour faire diminuer l'agressivité, voire la peur. C'est pour ça que dans les parades, on a souvent des comportements qui sont dérivés des comportements de fuite, par exemple. L'un des partenaires fait semblant de partir, ou également des comportements d'agressivité. Et là, les séquences comportementales qui se succèdent visent à apprendre aux oiseaux à se supporter, en quelque sorte. C'est-à-dire ne pas avoir peur du bec tendu, par exemple, qui est un signal extrêmement agressif. Eh bien là, il faut que les partenaires apprennent à se côtoyer, et ça amène progressivement à l'accouplement.
La séduction prend différentes formes et cela se voit très bien chez les oiseaux, en fonction notamment de l'ouverture du milieu. Et les procédés qui sont très souvent utilisés peuvent mettre en jeu soit des sons, des chants, donc, soit des procédés visuels, et puis toute une gestuelle. Le chant dans des milieux fermés comme les grandes forêts tropicales est extrêmement important, mais la vue également est mise à profit. Les oiseaux paradisiers vont chaque année revenir au même endroit, les mâles, et vont déployer en écartant les ailes, en ouvrant la queue, des couleurs extrêmement importantes, et vont se servir de mouvements pour bouger ces couleurs, pour crier, et donc pour amener la femelle sur ces sites. Dans certains cas, de très grandes salles de bal se constituent. Chez le tétra des Armoises, on a pu observer jusqu'à 400 mâles paradant ensemble. Alors ce qui est surprenant, c'est que les femelles qui viennent dans ces salles de bal favorisent toujours les mâles les plus démonstratifs, les plus bruyants, les plus colorés. Sur cette salle de bal du tétra, parmi les 400 mâles, 4 d'entre eux s'étaient accouplés avec les 3/4 des femelles.
L'oiseau jardinier avait une salle de spectacle entre des petits dés dans une nuage sombre, taches de couleur qui tiraient la femelle. Dans les comportements qui sont aussi aux productions, on s'est observé à des scènes d'offrande. Et en général, les ornithologues ou les biologistes interprètent cela comme la démonstration que le mâle souhaite faire en fait de sa capacité à alimenter soit la femelle, soit les poussins. Et c'est extrêmement important en général pour sceller une union. Et beaucoup de femelles n'acceptent l'accouplement qu'après ces scènes d'offrande. Les comportements de parade sont excessivement stéréotypés et cela permet en fait de s'assurer qu'il n'y a pas d'accouplement contre nature. Donc c'est vraiment chaque espèce a développé au fur et à mesure de l'évolution des parades de plus en plus complexes. Il est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir que si un individu saute une étape dans ce jeu, en général il ne parviendra pas jusqu'à l'accouplement. C'est-à-dire qu'il faut non seulement connaître tous les gestes, mais il faut les accomplir dans le bon ordre. Et donc ça limite fortement les chances de s'accoupler avec un individu d'une autre espèce qui serait là une perte puisque les espèces ne sont pas interfécondes. Donc les mécanismes comportementaux évitent justement qu'un individu perde sa saison de reproduction à courtiser une femelle d'une autre espèce. On a de nombreuses manifestations vocales qui vont d'une part attirer la femelle, mais aussi défendre un territoire. Et pourquoi il est important de défendre un territoire? Parce que de la qualité de ce territoire dépend le succès de reproduction. Les femelles vont juger aussi bien la qualité du mâle, qui va transmettre le matériel génétique, une partie du matériel génétique, mais aussi la qualité du territoire. Et en fait, les oiseaux territoriaux, par leur manifestation vocale, parlent autant aux autres mâles qu'à la femelle. Ils vont essayer de défendre les bordures. On assiste souvent à des combats extrêmement violents, y compris pour les citadins, ils peuvent voir ça dans leur jardin. Les oiseaux cherchent à défendre un petit territoire dont ils s'assurent la maîtrise des ressources. Et cela pour alimenter les jeunes, puisque entre l'éclosion et l'envol, un jeune passereau ne va avoir que entre 15 jours, 3 semaines pour acquérir le poids de l'adulte. Donc partir d'un petit œuf et devenir aussi lourd qu'un adulte en 21 jours, c'est une prouesse. Et il faut que les parents s'assurent la qualité d'un territoire extrêmement important. On peut dire que l'agressivité est une valeur naturelle. L'agressivité, bien souvent, est un gage de succès de reproduction. C'est la bonne période pour pouvoir travailler sur les faisans vénérés? Oui, c'est une bonne période parce qu'en fait, les coqs vont prendre leur territoire et à partir de ce moment-là, ils ont bien moins peur de l'homme. On constate une certaine agressivité entre eux qui fait qu'ils sont moins méfiants et ça nous permet donc de les observer plus facilement pour avoir une idée de la valeur d'un territoire par rapport à l'espèce. On comptabilise les différents coqs territoriaux, qui nous permet par la suite, en ayant un suivi des poules accompagnées et non accompagnées, d'avoir une bonne idée de la densité d'oiseaux sur ce territoire en question.
faut être en permanence sur le site, de façon à bien maîtriser le comportement de cette espèce, sur laquelle nous avons très peu de bibliographie. On a très peu de données sur son milieu d'origine, qui est la Chine. C'est un dénommé John Reeves, dans les années 1831, je crois, qui a importé un couple de vénérés. Il les a placés aux eaux de Londres. Et ensuite, l'implantation en nature de cette espèce en France date des années 1860-1870, en forêt de Gergy notamment et en Seine-et-Marne. On en trouve maintenant partout en France? Partout, non. L'Office de la chasse a mené une enquête avec les fédérations départementales des chasseurs. Cette espèce était présente dans environ 17 départements, la plupart situés au nord de la Loire. Il est préférable de mettre le plus rapidement possible l'oiseau dans l'obscurité. Tout le temps qu'il n'y a pas d'homme autour, l'oiseau tourne dans la cage sans jamais se faire quoi que ce soit. Dès lors qu'on approche la mue, il a tendance à se débattre, à se jeter contre le grillage. Donc pour calmer un animal sauvage, la règle générale, c'est l'obscurité. L'obscurité. Si on prend des grands animaux, cerfs, chevreuils, on essaye de leur bander les yeux, on met la main pour les calmer. Pourquoi reprenez-vous cet animal? Je reprends cet animal pour pouvoir le marquer. Ça nous permet d'avoir un suivi, de bien connaître son comportement, ses déplacements, son mode de vie. Ce sont des petites bagues qui nous permettent, lors de récupération d'oiseaux à la chasse, d'identifier l'oiseau en question et d'avoir une idée du développement de la population, etc. 184, je vais le noter. Ouais. Tu la mets dans la végétation, Jacques, de façon à ce qu'elle se retire sans même pas. Quel est l'habitat préféré des faisans vénérés? L'habitat préféré du faisan vénéré, c'est un milieu forestier où on trouve des grands arbres, des chênes en l'occurrence, producteurs de fruits forestiers pour une nourriture hivernale. On y trouve de la végétation basse, assez dense, de façon à ce qu'ils puissent s'y réfugier. On y trouve aussi des zones ouvertes, des éclaircies, telles que des allées enherbées, des jeunes coupes forestières. Car ces zones sont recherchées par la poule pour élever sa progéniture. Ces zones recèlent une grosse quantité d'insectes. Ces insectes étant nécessaires à la survie des jeunes pendant au moins 15 jours à 3 semaines de leur vie. Donc on en revient toujours à l'importance des conditions climatiques du printemps. Voilà, le gros problème est que la plupart du temps, ici au nord de la Loire, on a des refroidissements dans le courant juin, au moment du pic d'éclosion de cette espèce. Et bien souvent, l'oiseau ne trouve plus de nourriture pendant 3 ou 4 jours et on a une perte au niveau des jeunes très importante. Ils ont une particularité, ils sont vindicatifs entre eux et parfois à l'égard des hommes aussi. Alors ce côté vindicatif entre eux, c'est sûr, mais à l'égard de l'homme, c'est bien souvent constaté sur des oiseaux qui sont issus d'élevage. C'est-à-dire qu'ils peuvent charger un homme. Tout à fait. Ce sont des oiseaux, notamment les coqs, très curieux. Bien souvent, quand des bûcherons sont en train de couper des arbres, ils sont attirés par le bruit, viennent à proximité et produisent une sorte de bruissement d'ailes, de battement d'ailes, très caractéristique à l'espèce, qui doit être un moyen de prévenir des poules ou d'autres oiseaux qui se trouveraient dans les alentours d'un danger éventuel. Ce sont des oiseaux qui font bon ménage avec le faisan commun. Tout à fait, tout à fait. Il a été dit, il a été véhiculé cette fausse information qui disait que le vénéré était incompatible avec le faisan commun. Mais on a pu observer des vénérés qui côtoyaient des faisans communs quand les milieux le permettaient. Bien souvent en lisière de forêt, mais il est évident que si on arrive à des densités trop importantes,
Alors à ce moment-là, l'agressivité prend le dessus, parce que les oiseaux doivent avoir un domaine vital, et peuvent effectivement là chasser le faisan commun. C'est un très bel oiseau qui a un comportement très changeant, très différent tout au long de l'année, qui a ses caractéristiques de beauté, de majesté. C'est un oiseau d'ornement ou un oiseau de chasse? Je pense que c'est pour moi avant tout un oiseau de chasse. Quand le territoire est bien géré, si on fait attention à son prélèvement, c'est un oiseau qui peut filer devant les chiens. Si on le lève, c'est un oiseau qui va passer entre la frondaison d'une façon surprenante. Grâce à sa queue qui lui sert de gouvernail, il ne touche pas les branches, il a une vitalité énorme. C'est véritablement un oiseau qui est inféodé au milieu forestier et qui s'y sent très bien. Dans beaucoup d'endroits maniés par l'homme, nous avons tellement appauvri les deux aspects du couvert, alimentation ou protection, qu'il faut souvent, lorsque nous voulons accroître rapidement les populations, aider. C'est le cas par exemple des jachères agricoles qui vont d'une part maintenir un couvert au niveau de la végétation au sol, qui vont permettre une prédation moindre, mais aussi les plantes seront propices à un grand développement notamment d'insectes. Il semblerait que ces scènes de bouquinage des populations de lièvres, c'est un spectacle qui risquerait de disparaître du fait de l'évolution technologique des méthodes de culture. Le bouquinage, qui est une période de folie pour les lièvres, qui dans les premiers mois de l'année se poursuivent, fait que la vigilance diminue. Les espèces, bien entendu, s'adaptent progressivement au changement de milieu, mais lorsque le progrès technologique va tellement vite, ces espèces n'arrivent pas en fait à s'adapter. Et le lièvre est une espèce qui paye tout particulièrement un très lourd tribut à la circulation automobile croissante. Parce que dans certains cas, l'homme finalement n'est pas responsable de plus grave. Malheureusement, la modification de l'habitat devient pour certaines espèces un facteur qui va les amener à l'extinction si nous ne réagissons pas. Chez le râle déjeuner, il y a quelques dizaines d'années, tout le monde entendait dans les prairies fauchées, humides, cet oiseau parader. Le drainage, la modification de l'habitat par des moyens technologiques accrus menace grandement cette espèce qui, en quelques dizaines d'années, avait aussi une population réduite de façon drastique. Et si nous ne réagissons pas, si nous ne maintenons pas des milieux, si nous ne modifions pas les calendriers culturaux, il y a de fortes chances que d'ici une vingtaine d'années, on n'entende plus cette espèce. On va détruire une structure sociale extrêmement importante ou on va détruire l'habitat qui est le support de la vie de ces espèces que nous aimons observer.